La société est fragile et les temps sont durs. Les risques d'une crise financière mondiale sont réels. Il y a peu, à Chypre, au sein même de l'Union européenne, tous les déposants ayant un compte de plus de 100 000 € ont perdu, sur une simple décision gouvernementale, près de 60% de leur épargne. Pour éviter de vivre pareille situation, mettez vos idées à l'abri. Car à TV Liberté, nous formons une communauté solide. Le samedi 8 décembre 2018, il y a tout juste un an, une jeune étudiante de 20 ans s'effondrait, le visage en sang, touchée par un projectile de la police lors de la grande manifestation des Gilets jaunes sur les Champs-Élysées. Fiorina Ligné, bonjour. Bonjour. Merci d'être là, une journée décisive que ce samedi 8 décembre 2018 et une année de combat personnel, politique, retracé dans un très beau et émouvant livre intitulé « Tir à vue » aux éditions Via Romana. Fiorina, vous êtes venue dans nos studios, c'était en février 2019 déjà, raconter ce drame que vous avez vécu. Et puis, à l'issue de cette émission, de cet entretien, il y a eu un commentaire YouTube qui a attiré mon attention. C'était un anonyme qui disait elle n'avait qu'à pas être là à cette manifestation des Gilets jaunes à ce moment-là. Et en fait, en lisant votre livre « Tir à vue », je me suis dit, au contraire, tout vous prédestinez à enfiler un gilet jaune et à être à Paris ce samedi 8 décembre 2018. Est-ce que je me trompe ? Non, tout à fait, oui. Je viens de cette France périphérique, je viens d'une famille nombreuse. J'ai vu parfois mes parents avoir du mal à boucler les fins de mois. Après, je viens de la campagne, donc la voiture, on en a besoin pour tout, en fait, pour aller à l'école, pour aller faire les courses, pour aller à l'hôpital. Et et puis la justice c'est quelque chose qui m'a toujours été intolérable en fait, donc pour moi le mérite est une valeur primordiale, et donc je me suis retrouvée dans les revendications, tout à fait, parce que moi je pars du principe que quand on travaille en fait je pense aux retraités, justement, quand on travaille toute notre vie, en fait, on mérite d'être tranquille après, en fait, de plus avoir à payer des impôts, à payer des taxes. Et puis bon, je me retrouve aussi dans les impôts, je les payerai plus tard. La voiture, on l'a déjà. Donc tout à fait, oui, je me retrouve tout à fait dans les revendications. Et ce samedi 8 décembre, il faut le rappeler, il n'y a pas de revendication belliqueuse. Vous êtes présent pour manifester, pas pour faire la guerre, vous n'êtes pas une black bloc. Ah non, du tout. De toute façon, je suis venue en tant que citoyenne, donc je suis venue pour défendre les Français, pour défendre mon avenir. Donc oui, je suis venue pacifiquement, oui. Voilà. Et donc c'est à une réponse pacifique, il y a une réponse d'une violence inouïe, puisque vous avez été blessé et que vous en souffrez encore un an plus tard, on va en parler. Dans l'ouvrage, vous livrez une analyse d'ailleurs sans concession des événements qui se sont déroulés tout au long de l'année passée. Et ils sont, je le disais à l'instant, ponctués par toute une série d'opérations pour tenter, dans un premier temps, de conserver votre œil, mais aussi de gérer la fracture du nez, du visage, le traumatisme crânien. Et bien évidemment, la question qui est sur toutes les le bout de ma langue et sur ceux qui intéressent nos téléspectateurs, c'est de savoir comment vous allez un an plus tard. C'est toujours très compliqué, j'ai toujours beaucoup de douleurs en fait, parce qu'il y a eu beaucoup de complications sur les mois qui sont passés. Au mois de mars, on m'a enlevé mon œil, et depuis en fait on a posé une prothèse, et j'ai eu beaucoup de complications à ce niveau-là. Et j'ai beaucoup de douleurs qui se traduisent par des maux de tête qui n'en finissent plus en fait, j'ai mal tous les jours. Et puis il y a le nerf qui a été touché aussi au moment du choc, et c'est un nerf sensitif, de ce fait, tout ce qui est en lien avec la chaleur ou le froid, en fait, ça me fait très mal. Et puis maintenant, il y a la fatigue qui s'installe aussi. Ça fait des mois que je souffre, donc il y a la fatigue nerveuse et ça devient de plus en plus compliqué. Combien d'opérations déjà ? 4. Et là, j'atteins la 5e justement pour essayer de sauver la prothèse, sinon il faudra la retirer si ça échoue. Vous me disiez qu'il y avait le médecin, vous avez dit au début, vous en avez pour 3 mois ? Oui, il m'avait dit justement, pour lui comme pour tout le monde, on a été étonnés que l'opération de la mise en place de la prothèse échoue. Mais lui partait du principe que ça allait réussir, et oui, ça allait normalement durer 3 mois. Ouais, mais bon, je pense que ça va plutôt durer 1 an et 3 mois plutôt. 1 an et 3 mois, voilà.
Et cette prothèse, pour l'instant, c'est impossible de la mettre en l'état. Non, du tout, non. Non, parce qu'elle aggrave en fait les douleurs et pour le moment, c'est pas possible. Vous dites combien qu'à chaque fois que vous êtes allé dans les hôpitaux, vous avez rencontré un personnel toujours remarquable? C'est ce qui revient avec des gens qui vous ont accompagné, qui vous ont aidé. Peut-être pas le psy? Non, le psy, oui. Très déçue par le psy, oui. Qu'est-ce qu'il voulait, le psy? En fait, il voulait vous changer, peut-être. J'ai été très surprise parce que déjà, en fait, on parlait pas tellement de ce qui s'était passé, en fait. On tournait autour et il m'a très vite parlé de mon adolescence. Je voyais pas très, très bien le lien, en fait, avec ma blessure. Et très vite, en fait, il fallait pas que j'en veuille à Macron, il fallait pas que c'était à cause des casseurs, il fallait pas que je me mette en avant, il fallait pas que je me plaigne. Donc oui, très vite, j'ai très vite arrêté de le voir parce que pour moi, c'était pas un psy, c'était un maître à penser, c'était quelqu'un qui voulait modifier ma façon de penser. Voilà, très bel accompagnement psychologique. Dans votre témoignage, il y a aussi un élément important, bien sûr, c'est, vous dites, une répression policière inouïe. Les violences ordonnées contre les Gilets jaunes ont fait plus de 100 blessés. Vous dites, avec d'ailleurs beaucoup d'ironie, 100 ans après 14-18, c'est le retour des gueules cassées. Vous en voulez à la police ? J'en veux au policier qui m'a fait ça. Après, je généralise pas en fait parce que la police, j'ai pas à lui en vouloir. Je suis pas anti-police donc du tout. Mais j'avoue que oui, il y a certains policiers qui font des bavures, qui font mal leur travail. Mais faut pas généraliser sur la police. Il y a un policier qui vous a blessé sciemment, puisqu'il n'y avait pas de raison objective de le faire. Est-ce que vous connaissez ce policier ? Est-ce qu'il y a une enquête? Où en est la justice, en fait? Alors, l'enquête est encore en cours. J'attends une convocation du juge d'instruction pour faire justement le point sur le dossier. Après, j'ai pas de nouvelles par rapport au policier. Je ne sais pas qui il est, je ne sais pas s'ils l'ont retrouvé. Donc, pour le moment, je ne sais pas trop. Est-ce que vous avez reçu un mot du ministre, du préfet, du sous-ministre, du sous-sous-ministre, enfin de quelqu'un? Non, du tout. Aucune réponse. J'ai même essayé de leur envoyer des courriers, aucune réponse, rien du tout. Donc, Vous vous interrogez aussi sur le traitement médiatique de ces violences policières. Vous dites une réaction tardive, très tardive. Pensez-vous que les médias n'ont pas joué dans ce cas-là leur rôle de contre-pouvoir? Je pense aux médias de masse, aux médias mainstream. J'estime que oui, je dirais même qu'ils étaient complices ou alors très serviles au pouvoir parce que ils ont attendu 2 mois pour parler des blessés alors que dès le mois de décembre, même dès le fin novembre, il y avait de gros blessés. Donc, c'est Libération qui ouvre le dossier. Je rappelle au 15 janvier, sur TF1, pour un présentateur de TF1, il n'y avait pas de blessés graves. Alors que moi, ça faisait 1 mois que j'avais perdu mon œil. Donc, oui, ils ont été, du moins, au minimum, serviles. Mais moi, je pense même qu'ils ont été complices de ça. Ils ont mis un point d'honneur à montrer les voitures brûlées, la casse à Paris. Mais les blessés, on n'en parlait pas. Alors, ça s'y mène d'ailleurs directement à votre propre relation avec les médias. Et là, vous faites une distinction dans le livre Tir à vue, vous faites une distinction très, très claire, très nette d'ailleurs, et vous citez TV Liberté, et je vous en remercie, entre les médias mainstream, ceux que j'appelle de masse, et qui font tardivement leur travail, quand ils le font, et puis les médias alternatifs qui, dès le départ, vont prendre fait et cause pour cette révolte des Gilets jaunes, et vont indiquer la réalité de ce qui se passe. Ah oui, tout à fait. Je me souviens que RT France, dès le lundi, ont invité mon fiancé Jacob sur leur plateau pour faire le point, parce que dès le départ, en fait, ils se sont rendus compte qu'il y avait un blessé, et ils n'ont pas attendu 2 mois pour se réveiller. Concrètement, comment ça se passe quand vous avez été blessé? Vous dites que vous avez été aidé par des personnes qui étaient des médecins volontaires, sur place même, déjà, dès le départ? On appelle ça les street medics dans les manifestations. Et oui, dès le départ, en fait, c'est grâce à eux, peut-être que même je suis encore en vie, en fait, parce que dès le départ, ils sont venus, dès qu'ils ont vu quelqu'un tomber à terre, et que ça soit dans mon cas ou dans un autre cas, ils accourent et puis ils font du mieux qu'ils peuvent pour essayer de soulager les douleurs ou même de sauver les gens, quoi. Donc, vous avez perdu les esprits, vous êtes trouvé mal, vous avez compris ce qui se passait ou pas du tout? On ne comprend pas en fait ce qui se passe parce que déjà on ne ressent pas la douleur. Donc moi je me suis retrouvée à tomber par terre, à avaler mon sang, et c'est vrai qu'on ne comprend pas ce qui se passe en fait. On se dit waouh, et quand on avale notre propre sang, tout ce qu'on se dit c'est qu'on est en train de mourir, quoi. Parce que après on se doute que c'est au niveau du visage, parce que si on avale notre sang, c'est que ça vient du visage. Mais on ressent pas la douleur, c'est tellement énorme que j'avais l'impression de me prendre une décharge électrique. Donc c'est vraiment
Donc on se demande réellement ce qui se passe, oui. Est-ce que vous pensez que les médias alternatifs, mais franchement, ont fait leur travail, ou pas assez, ou trop? Mais franchement. Moi, je trouve qu'ils ont fait plutôt du bon travail, oui, oui. Sur les blessés, en tout cas, ça me donne l'impression qu'ils ont fait du bon travail. Alors sur votre chemin, vous avez rencontré des aides quand même. On parlait de ces docteurs sur place qui s'étaient déplacés. On pense bien sûr de manière plus simple à Damien Rieu qui a organisé une cagnotte de dons et qui a été importante bien sûr pour votre couple avec Jacob, Jean-Yves Le Gallou, qui a fait connaître au plus grand nombre votre combat à travers la manifestation de la soirée des Bobardeurs. J'étais présent et je me rappelle de votre intervention, bien sûr. Il y a des journalistes qui, en revanche, ont essayé, en plus de tout ce qui vous arrivait, de vous salir, de salir votre combat. Que conservez-vous de tout cela, finalement? Est-ce que c'est pas la nécessité de prendre tout cela avec un peu de philosophie? Finalement, c'est ce que vous étudiez? Oui, tout à fait, parce que quand on est dans le bain, en fait, on a l'impression que ça s'arrêtera jamais, que c'est vraiment important, et très vite, en fait, très vite ça se passe, en fait, donc faut pas prendre la grosse tête, entre guillemets, mais du coup, oui, c'est très compliqué, parce que on a plein d'interviews d'un coup, et ça se calme après, donc après, on a l'impression qu'en fait, tout le monde s'en fiche, et que... On est passé à autre chose. Voilà, tout à fait, oui. Et donc c'est très dur. Parce qu'on n'est pas passé à autre chose. C'est très dur. Il faut s'y préparer avant, en fait, parce que sinon après c'est une chute et on se dit waouh. À mon avis, ça peut être très dur psychologiquement de ne pas s'y préparer avant, parce que ça fait quand même, c'est une chute. Ouais. Vous êtes forte? Je ne sais pas si je suis forte, mais j'essaie du moins de garder la tête haute. Et comme je le dis à tout le monde, ils ont réussi à me mettre à terre physiquement, mais ils n'y arriveront pas psychologiquement. Ça, c'est ma dignité qui est en jeu, et j'essaye de relativiser, de me tenir à l'écart de toute cette colère, même si elle est très présente. Et oui, j'essaye de positiver du mieux que je peux. Allez, plus d'1 an après la légitime, d'ailleurs, révolte des Gilets jaunes, diriez-vous qu'elle a fait avancer les choses, que les revendications ont été entendues? Parce que bien sûr, il y a beaucoup de gens qui disent ça a servi à rien, d'autres disent au contraire, il y a un peuple qui s'est soulevé, il s'est retrouvé, il a été capable de dire que finalement, il était en possibilité de venir combattre le pouvoir au plus près finalement. Est-ce que quel est votre sentiment? Alors moi, tout simplement, les Gilets jaunes, en fait, pour moi, c'est la France qui se réveille. C'est les Français qui se réveillent. Et c'est très positif parce que, pour moi, les Gilets jaunes, c'est le commencement, en fait. Et après, les revendications n'ont certes pas été entendues, mais je suis sûre qu'il suffit d'un petit truc et ça reviendra peut-être pas de la même manière, mais la colère est là. Et les Français, oui, se sont rendus compte qu'ils étaient beaucoup dans la même situation. Et ils se sont retrouvés. Il y a une fraternité qui s'est installée sur les ronds-points, qui s'est poursuivie sur les manifestations. Donc oui, pour moi, il y a un gros point positif là-dessus. Le peuple français s'est retrouvé. Alors, j'ai du mal des fois à vous situer politiquement. Je me dis, alors par exemple, que vous avez une fibre sociale que vous écrivez et qui est familiale et que vous indiquez dans l'ouvrage Tir à vue. Je me dis que dans votre jeunesse, vous avez eu la volonté de provoquer le bourgeois, comme on dit, et de faire en sorte qu'il soit bousculé. Moi, je me dis, ça, c'est une attitude qui vous mène vers la gauche, ou même l'extrême gauche. Et puis alors, dans l'ouvrage, vous mettez en cause cette extrême gauche qui a volé finalement votre révolte des Gilets jaunes. Où est-ce que vous vous situez réellement ? Alors moi, je me situe tout simplement... moi, tout fonctionne au mérite, en fait. C'est vraiment... Il n'y a pas tellement de « je suis pour les riches » ou « je suis pour les pauvres ». C'est vraiment au mérite. C'est quand on a fait quelque chose, on mérite un résultat. Et quand on n'a rien fait, en fait, on ne mérite rien, tout simplement. Donc, moi, je me situe, personnellement, plus à droite. Parce que je voulais certes moins d'impôts, mais je veux aussi moins d'aide sociale. Il y en a beaucoup trop, selon moi. Donc oui, c'est au mérite. Quand je vois, par exemple, je défends beaucoup les retraités. Je vais reprendre l'exemple des retraités. Ils ont travaillé toute leur vie et on leur demande encore de l'argent, alors qu'il y a des jeunes qui ne font rien et qui ont des aides. Et ça, pour moi, c'est inacceptable, en fait. Et on prend de l'argent à certains alors qu'on ne devrait pas, et on donne à d'autres qui ne le méritent pas. Alors les Black Blocs, c'est pas votre tasse de thé? Ah non, du tout, du tout. Petit bourgeois, comment vous les voyez, ces Black Blocs? Vous les avez vus, vous les voyez, ils ont été omniprésents, ils sont encore omniprésents. Moi, je les vois comme
Selon moi, ce sont des personnes qui ont vu que le pouvoir a pu trembler au mois de décembre et se sont dit, pour moi, c'est des personnes anti-État, tout simplement, en fait. C'est des personnes qui veulent secouer et qui veulent faire s'effondrer l'État, et voilà. Dans l'ouvrage, il y a encore une chose qui m'a un peu intrigué, c'est, vous dites un peu bravage d'ailleurs, que vous ne regrettez rien. Oh, est-ce que c'est vraiment le cas, honnêtement? Alors bien sûr, je regrette d'avoir perdu mon œil, ça c'est évident. Mais je ne regrette rien dans le sens... si je n'avais pas été, sur les Champs-Élysées pour manifester, en fait, j'aurais été contre mes principes. Donc c'est pour ça que je ne regrette pas, en fait. Parce que là, certes, j'ai perdu mon œil, mais quand je me regarde dans le miroir, je suis fière de ce que j'ai fait. Parce que ça correspond à ma personnalité, en fait. Ça correspond à ce que je suis. Donc je préfère, certes, avoir perdu mon œil, mais au moins, je me suis soulevée avec les Français, pour le peuple français. Alors, dans ce parcours de combattant, je reviens à quelque chose de plus sympathique. Il y a votre compagnon, Jacob. Il est là, d'ailleurs, dans ce studio, à vos côtés encore aujourd'hui. En février dernier, il était à vos côtés pour répondre aux questions. Toujours présent. Et si ce livre porte votre nom, Fiorina Ligné, vous dites d'ailleurs qu'il a été réellement écrit à quatre mains. Donc, est-ce qu'il a été écrit à quatre mains? Est-ce que les deux mains de Jacob sont des mains qui comptent? C'est-à-dire, est-ce que ce compagnon-là a été important pour vous dans cette année de combat? Ah oui, il a été très important, oui. Dès le départ, en fait, il a fait toutes les démarches administratives, que ce soit judiciaire, au niveau de la police. Il m'a accompagné à tous mes rendez-vous, il m'a accompagné à l'hôpital, il a tout fait, en fait. Donc, et puis, c'est un soutien psychologique de tous les jours. Dès que je me sens mal, il est là. Oui, il est là tout le temps, en fait. Donc, c'est un gros soutien et je pense que je n'aurais pas été aussi forte sans lui. Et la participation au livre? C'est lui qui le tape, alors, si j'ai bien compris. Oui, parce que c'est un petit peu compliqué au niveau de mon deuxième œil. Je suis assez sensible à la lumière, ce qui fait que l'ordinateur, c'est pas possible. Écrire sur le papier, c'est pas possible non plus. Du coup, oui, c'est lui, en fait, qui a tout noté et c'est moi qui lui dictais et puis noté sur l'ordinateur. Ouais. C'est quoi la suite des événements pour vous, Fiorina? Alors moi, la suite, c'est tout simplement essayer de retrouver une vie normale, pouvoir aller dehors sans mes lunettes, sans chapeau, pouvoir reprendre mes études. Et puis, c'est pour l'instant, les études, c'est pas possible. Oui, non, pour le moment, comme je viens de le dire, je suis incapable d'écrire. Puis bon, je suis en philosophie, donc il faut beaucoup lire. Et donc, même la lecture, c'est très compliqué parce qu'il y a la luminosité qui est en jeu. C'est du papier blanc, donc c'est très compliqué. Et après, sur l'avenir, oui, reprendre mes études, tout simplement. Reprendre vos études. Est-ce que les manifestations, c'est encore pour vous ou j'entends physiquement, c'est plus possible, mais si demain matin, à Dieu ne plaise, vous êtes en pleine santé, c'est reparti? Oui, c'est reparti, oui. C'est reparti? Oui. Avec les risques? Oui. C'est clair. Tir à vue, la répression selon Macron, c'est le sous-titre de cet ouvrage publié chez Via Romana. Merci Fiorina, merci de nous apporter ce témoignage. Merci à vous.